toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission On Je Dis Tout qui traite de la qualité de vie au travail et qui exceptionnellement sera sans reportage après la récente publication de notre enquête que je vous invite à visionner. Depuis plusieurs semaines, la France entière se mobilise contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, travailler plus est-il le sens dans lequel nos sociétés doivent avancer ? Cette réforme accentuera-t-elle les inégalités entre les hommes et les femmes au travail ? Nous avons décidé, On Je Dis Tout, de traiter cette réforme avec la qualité de vie au travail, qui est une question fondamentale. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui deux invités. Aline Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière et fondatrice d'une association spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Et puis nous recevons également Agnès Merillon, bonjour. Bonjour. Avec l'entreprise Se Réinvente, vous intervenez pour améliorer donc la qualité de vie au travail. Nous y reviendrons. Tout à fait. Commençons par l'essentiel. Comment s'articule cette réforme ? Bonjour Nathan. Bonjour Nathéo. Peux-tu nous expliquer les principaux points de cette réforme ? Alors, comment s'articule cette réforme ? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. La caractéristique principale de cette nouvelle réforme, c'est avant tout le recul de l'âge légal de départ à la retraite, passant de 62 ans actuellement à 64 ans en 2030. Pour atteindre ce palier, le gouvernement envisage à partir du 1er septembre 2023 de relever d'un trimestre chaque année l'âge légal de départ à la retraite, et ce jusqu'à 2030, donc date à laquelle l'âge des 64 ans sera atteint. Pour ce qui est de la durée de cotisation, il faudra avoir cotisé pendant 43 annuités, soit 172 trimestres, à partir de 2027 pour songer à partir à la retraite à 64 ans à taux plein. Si vous n'avez pas 43 annuités, vous pourrez tout de même partir à la retraite, mais avec une décote, ce qui signifie que vous ne partirez pas à taux plein. En d'autres termes, vous devez commencer à travailler à l'âge de 21 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein à 64 ans. Autrement, vous partirez en théorie automatiquement à la retraite à 67 ans, l'âge limite qui est fixé, et vous n'aurez pas cotisé pendant 43 ans. Alors pour les travailleurs et travailleuses qui ont commencé avant 21 ans, que prévoit le texte ? Une exception est donc faite pour les travailleurs de longue date ayant débuté leur carrière avant 21 ans. Pour être plus clair, plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous accéderez à la retraite tôt. C'est ce qu'on appelle le dispositif carrière longue qui a été lui aussi modifié par la réforme. Ainsi, si vous avez travaillé avant 16 ans, vous pourrez partir à la retraite à 58 ans. Si vous avez commencé à travailler entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir à la retraite à 60 ans. Et enfin, si vous commencez votre carrière entre 18 et 20 ans, vous pourrez songer à partir à 62 ans. Alors, de nombreux salariés ont des conditions de travail difficiles. Qu'en est-il ? Effectivement, par ailleurs, il faut également prendre en compte les salariés exerçant un métier pénible qui devraient pouvoir partir à la retraite plus tôt, aménager leur temps de travail ou changer de voie professionnelle. Pour bénéficier de l'un de ces avantages, le gouvernement envisage de miser sur le compte professionnel de prévention, aussi appelé C2P. Au travers de leur C2P, les salariés concernés cumuleront plus ou moins de points en fonction du nombre de critères auxquels ils sont exposés. Mais alors, quels sont ces critères de pénibilité ? Eh bien, il y en a 6. Le travail en équipe successive, le travail répétitif, le travail de nuit, le bruit, les températures extrêmes et le travail en milieu hyperbare. Toutefois, il faut être exposé à ces critères un certain temps pour pouvoir bénéficier des points de pénibilité. La qualité de vie au travail, qui est donc une question fondamentale dont on se saisit aujourd'hui à On Je Dis Tout. Agnès Merillon, concrètement, que faites-vous ? Parce que coordinatrice de projet pour la qualité de vie au travail, c'est un terme qui peut sonner creux pour ceux et celles qui nous écoutent. Effectivement. Alors concrètement, j'ai créé un collectif en 2021, un collectif d'entrepreneurs. Donc nous sommes une petite vingtaine maintenant, avec pluridisciplinaire, beaucoup de compétences, qui tournent autour de 5 pôles. Donc vous avez le pôle bien-être, évidemment. Vous avez le pôle culture des compétences. Vous avez le pôle nutrition, nutrition et partage. Vous avez le pôle aussi sportive et culture du mouvement, plutôt culture du mouvement d'entreprise. Et le pôle agencement et environnement du travail. Et avec justement cette réforme des retraites qui sera potentiellement instaurée, puisque à l'heure où on se parle, le vote n'est pas encore passé, si vote il y a, est-ce que vous êtes davantage appelé, contacté par les entreprises ?
Alors pour le moment non, mais par contre la demande est peut-être cachée dans le sens où on nous demande de la fidélisation du salarié. Donc quelque part c'est le fidéliser à l'entreprise, parce que vous savez que quand on recrute un salarié, il faut le former, ça a un coût. Donc plus longtemps le salarié reste dans l'entreprise, mieux c'est pour l'entreprise en général. Et sur notre tissu économique, on a beaucoup de bouleversements industriels sur la région dunkerquoise. Donc il y a tout un pôle économique qui va venir s'implanter. Il y aura plus de 16 000 emplois sur les années à venir. Et les entreprises en place ont peur de perdre leurs compétences et se posent la question de comment intégrer la qualité de vie au travail, le bien-être au travail pour garder ces compétences en interne. Oui, on va y revenir, c'est forcément des questions qui vont plus compter dans les entreprises si cette réforme vient à passer. Alors les manifestations sont nombreuses et la journée internationale des droits des femmes le 8 mars était l'occasion de rappeler les inégalités que ces dernières subissent dans le monde du travail. Cette réforme, Nathan, n'y échappe pas malheureusement. Effectivement, mais tout d'abord, pour comprendre pourquoi la réforme des retraites désavantage en première ligne les femmes, il faut d'abord bien avoir conscience que les femmes sont plus généralement sujettes à des carrières hachées ou au travail à temps partiel, ce qui automatiquement peut leur faire manquer des trimestres nécessaires pour partir à la retraite au moment venu. Ainsi, les chiffres nous montrent que certaines générations de femmes sont particulièrement touchées par le fait de devoir travailler plus longtemps que les hommes. Par exemple, avec la réforme, les femmes nées en 1972 devront travailler en moyenne 9 mois supplémentaires, là où les hommes devront travailler 5 mois supplémentaires. Mais c'est surtout pour l'année 1980 où l'on constate que cette disparité est particulièrement forte, puisque les femmes devront travailler 2 fois plus longtemps que les hommes. En moyenne, elles devront travailler 8 mois supplémentaires et les hommes 4. Donc beaucoup de femmes sont concernées par des carrières hachées et incomplètes. Quelles en sont les raisons ? En réalité, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale est assurément la maternité, dans la mesure où ce sont généralement les femmes qui s'occupent le plus des enfants et bien souvent au détriment de leur carrière professionnelle. En effet, lorsqu'un couple décide de bénéficier d'un congé parental, qui pour la petite précision n'est pas pris en compte dans le taux de cotisation de la retraite, c'est quasiment systématiquement la mère qui s'en sert. Selon Rachel Silveira, spécialiste des inégalités de genre au travail, une femme sur 2 arrête ou restreint ses heures de travail à l'arrivée d'un enfant, alors qu'à peine un homme sur 9 fait de même. La mère va alors devoir rattraper ce congé ou ses temps partiels plus tard dans sa carrière et donc travailler plus longtemps afin de cotiser le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite à taux plein. Concernant la maternité, jusqu'ici il y avait une histoire de trimestres cotisés. Ce sera toujours le cas avec la réforme ? En effet, pour autant, l'État a pris des mesures en donnant droit à 4 trimestres par enfant lorsque l'on travaille dans le public et 8 trimestres par enfant lorsque l'on travaille dans le privé. Mais en réalité, ça ne change premièrement pas le fait que nombre de femmes restreignent tout de même leur activité pour élever leurs enfants. Et deuxièmement, avec la réforme, ce droit au trimestre pénalisera complètement les femmes qui auront réussi à cumuler tous leurs trimestres à l'âge avant 64 ans. Alors, pour comprendre, on va prendre un cas de figure. Par exemple, Muriel, 62 ans, a un enfant et travaille dans le privé. N'ayant pas réduit son activité professionnelle à l'arrivée de son enfant, elle cumule ses 43 annuités nécessaires à 62 ans grâce au trimestre lié à la maternité que lui a accordé l'État. Toutefois, l'âge légal de départ à la retraite étant fixé à 64 ans, elle devra travailler 2 mois supplémentaires pour atteindre cet âge, et ce, même si elle dispose du nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite. Alors, une pension mensuelle également de 1 200 € brut a également été évoquée. Qu'en est-il ? Oui, le gouvernement envisage de verser aux retraités ayant une carrière complète cotisée à temps plein, une pension minimale de 1 200 € brut par mois pour justement venir en aide aux personnes lésées par cette retraite, dont les femmes. Mais étant donné qu'un certain nombre de femmes sont, comme je l'ai expliqué, victimes de carrières hachées et donc incomplètes, elles ne pourront pas bénéficier de cette aide. De plus, seulement les travailleurs ayant perçu un SMIC durant l'entièreté de leur carrière pourront bénéficier de cette pension. Merci Nathan. Aline Lesage, il y a un graphique qui m'a interpellé sur la page Facebook de votre association qui concerne les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Quelle part justement les femmes représentent-elles au sein des personnes qui font appel à vous? On le rappelle, vous êtes infirmière, mais surtout fondatrice d'une association SOS Détresse qui est spécialisée dans la gestion des émotions et du stress.
C'est ça. Donc, je suis infirmière et spécialisée en médecine alternative et complémentaire. Et je dirais que la part des femmes, c'est à peu près 70% et 30% d'hommes. Mais ça tend quand même à changer et j'ai de plus en plus d'hommes. Quelle est la différence entre faire appel à un médecin généraliste finalement et faire appel à vous? En fait, c'est un complément. On va dire qu'on peut travailler ensemble et même qu'on doit travailler ensemble en bonne collaboration parce qu'en fait, le médecin généraliste a peu de temps à accorder à ses patients parce qu'il est quand même assez débordé. Et donc, en fait, chez moi, en fait, on prend le temps. J'ai à peu près, pour un premier rendez-vous, entre 1h et 1h30 avec la personne où on va poser ses objectifs et on va avancer de concert, main dans la main, avec son médecin traitant si besoin ou avec tout autre professionnel dont la personne aurait besoin. Au niveau du tarif, du remboursement, comment ça se passe ? Alors certaines mutuelles commencent à rembourser certains soins de médecine alternative et complémentaire, comme par exemple vous avez la sophrologie, parfois l'ostéopathie, le shiatsu, mais tout ça dépend de la mutuelle de la personne et elle doit se renseigner. Pour finir sur les femmes, je vais revenir vers vous, Agnès Merillon, sur les actions que vous menez pour améliorer la qualité de vie au travail, on le rappelle. Est-ce que vous allez proposer des actions globales ou des actions qui peuvent être plus ciblées pour des salariés femmes plutôt que des salariés hommes ? Les deux, à vrai dire, on s'implique dans l'entreprise et auprès de ses collaborateurs, adapter chaque demande et chaque besoin. Donc on peut très bien organiser une journée bien-être pour hommes et femmes, ou que hommes ou que femmes, aussi bien que des séminaires plus poussés avec de la co-construction de projets. C'est vraiment très très vaste. Là, on est sur des projets d'audit, justement santé-sécurité, en intégrant justement la qualité de vie au travail. On est sur des projets d'aménagement de locaux professionnels, pareil, tout ce qui est bureau et ergonomie des postes de travail. Donc le champ est très vaste parce qu'on a une multitude de compétences. On est un réseau d'entrepreneurs qui travaillent vraiment en synergie. Donc à chaque projet, on crée un comité de pilotage au sein de l'ESR qui implique l'entreprise qui a demandé le besoin et on avance en entonnoir en fait avec la base pour arriver à une proposition finale et une mise en place de propositions sur le terrain. Je rebondis là-dessus, vous parliez de vos locaux, justement, que ce soit tant pour vous, Aline Lesage, par rapport à votre association, ou vous, Agnès Merillon, par rapport à l'entreprise Se Réinvente. Est-ce qu'on peut vous trouver sur l'ensemble du territoire national ou est-ce que vous êtes basé sur l'île et plus généralement dans le Nord ? Peut-être Aline pour commencer ? Alors sur la région dunkerquoise, sur l'île, et puis en fait on est une association qui est très jeune, qui est née en décembre, et donc en fait notre but après c'est de s'étendre donc, au département, à la région. Oui, pour répondre aussi, donc nous, notre siège social, je suis en coopérative d'activité qui supporte mon projet, donc la coopérative Le Groupe, et à Dunkerque, le siège social est à Dunkerque. J'ai des bureaux indépendants qui sont à Tétéghem, mais nos prestations et nos services sont à viser sur tout le territoire, donc territoire Hauts-de-France. Donc, voilà, on s'oriente principalement sur les Hauts-de-France et sur le local, évidemment, on privilégie le circuit court parce qu'on a une implication aussi RSE dans notre démarche. Donc forcément, avec les compétences qu'on a en local, autant les exploiter en local et pas aller se délocaliser à Bordeaux, Paris ou d'autres coins de France. Et ce serait plus compliqué de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors l'article 7 qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans inclut plus ou moins la question des conditions de travail, du rythme de travail et de pénibilité, et on l'a vu un petit peu avec Nathan. Et derrière se pose la question de la répartition du temps de travail. Alors pour comprendre ces enjeux multiples, accueillons Laura. Bonjour Laura, alors comme ça, la revendication d'une bonne répartition du temps de travail, on l'entend beaucoup en manif. Oui, bonjour Nathéo, bonjour Aline Lesage, bonjour Agnès Merillon. Il n'y a pas assez de boulot dans ce pays, la seule solution c'est la répartition du temps de travail. Ce slogan, on peut l'entendre beaucoup dans les manifestations ou dans la bouche des figures politiques de gauche. On ne veut plus travailler uniquement pour vivre, et depuis les épisodes de confinement, la recherche de liberté est plus que jamais grandissante dans le mental des Français et des Françaises. Aujourd'hui, 6e puissance mondiale, ne faudrait-il pas, en France, plutôt qu'une réforme pour travailler plus, chercher à travailler moins tout en faisant mieux ?
Début janvier, l'Espagne a lancé un programme pilote, réduction du temps de travail sans baisse de salaire. L'objectif, faciliter la conciliation vie privée-travail, en finissant avec les horaires à rallonge et en encourageant les employeurs à utiliser de meilleurs outils pour optimiser leur organisation, mieux motiver leurs équipes et gagner en productivité. Cette tendance contamine l'Europe, en témoigne l'arrivée de la semaine de 4 jours, la fameuse. Mais alors, où en est-on exactement dans notre pays par rapport à cette répartition du temps de travail ? Il faut descendre à 32 heures, cela obligera toutes les entreprises à créer des emplois. C'est ce que déclarait le patron de Danone, Antoine Riboud, en 1993. Il estimait que la réduction du temps de travail pouvait favoriser le recrutement, bien une preuve que la semaine de 4 jours, c'est pas un sujet tout jeune. En France, selon une étude réalisée en mai 2022 par le cabinet ADP, seulement 19% des entreprises ont mis en place un accord de travail flexible et 5% d'entre elles ont adopté la semaine de 4 jours. Il y a à peu près un mois maintenant, sortait une étude anglaise sur la plus grande expérimentation de cette fameuse semaine de 4 jours au Royaume-Uni. Le résultat est là, un jour en moins, mais la productivité est restée la même et le chiffre d'affaires a même augmenté en moyenne de 1,4%. Alors, quels avantages en découlent et finalement, pourquoi changer ? Bénéfices sociaux pour les salariés comme pour les entreprises, bénéfices écologiques dans un contexte de demande de réduction énergétique, apport de bonheur et de productivité dans son sillage, la liste est encore bien longue. Même la loi nous indique le chemin. La loi Robiens, votée en 1996, autorise la pratique en permettant de passer à 32 heures avec une obligation de recruter au moins 10% de salariés en CDI. La loi Aubry et le gouvernement Chirac ont masqué cette possibilité et ses aspects bénéfiques en apportant en 2000 notre fameux 35 heures. Pourtant, toujours selon l'étude d'ADP, 64% des salariés français souhaiteraient bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de leurs horaires de travail, avec la possibilité de passer à la semaine de 4 jours, et 57% accepteraient que leur rémunération soit diminuée en échange d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie familiale. Oui, un modèle qui va certainement changer. Alors, est-ce que le stress de chaque salarié dépend de son rythme de travail, Aline Lesage ? Le stress de chaque salarié dépend effectivement de son rythme de travail. En fait, le stress, c'est une adaptation en permanence à son environnement. Et au travail, forcément, on a des objectifs, on a une pression auquel on doit répondre, ce qui induit un stress. Donc, voilà ma réponse. Alors justement par rapport à cette gestion du stress, les solutions que vous pouvez apporter, elles sont très individuelles ou parfois il y a des solutions qui permettent de s'appliquer un petit peu à l'ensemble d'une entreprise ? Il y a exactement les deux. En fait, ça peut être des solutions individuelles avec un objectif précis que la personne a besoin, mais ça peut aussi être des objectifs de l'entreprise et s'adresser à des groupes de l'entreprise, des groupes de salariés avec des thématiques particulières. Agnès Murillon, j'imagine que vous ne pouvez pas proposer des modifications du temps de travail, ou peut-être que je me trompe ? Les proposer, non, mais montrer des exemples d'entreprises ou de pays dans lesquels on le fait, en parlant voilà, de la semaine des 4 jours, ou aussi le changement dans les recrutements, où maintenant les salariés exigent quasiment d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail, donc ça se fait naturellement et ça vient des salariés en général. Donc après, c'est aux entreprises aussi de s'adapter et puis de concevoir des protocoles pour accueillir les salariés qui correspondent en fait. Et vous constatez que dans les entreprises où le rythme de travail et la répartition du travail sont peut-être plus justes et moins intenses, que peut-être vous intervenez moins dans ces entreprises ou que la qualité de vie au travail est peut-être meilleure que dans d'autres entreprises ? Alors, qualité de vie ou intervenir moins, ça je pourrais encore pas le dire parce que c'est des choses qui se mesurent avec beaucoup de temps et on n'est encore pas intervenu de manière suffisamment récurrente pour le juger. Mais par contre, on peut se rendre compte que dans les entreprises où il y a eu des démarches comme ça, on gagne en rentabilité et en tout cas en cohésion d'équipe et en ambiance dans les entreprises.
entreprise. Donc déjà, on a réussi à avancer sur quelques pas qui sont quand même très importants dans la vie de l'entreprise. Mais effectivement, à terme, je suis convaincue que quand on est bien dans son entreprise, c'est pas le salaire nécessairement qui fait, mais que l'ambiance de travail et le partage vie pro, vie perso et évolution ou pas, parce que certaines personnes ne souhaitent pas spécialement évoluer, mais en tout cas, tout ce mélange fait qu'on y est mieux. Et vous intervenez dans tout type de branches, ouvrières, salariés, travail en bureau? Oui, pour le moment, c'est plutôt les parties commerce, industrie. Là, on est en train d'approcher la pharmaceutique et la restauration. La formation également, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire dans tout type de branche pour aujourd'hui, mais en tout cas, on vise tout type d'emploi, tout type d'entreprise, même de l'association, même des collectivités. Donc, oui, on vise plusieurs publics. Et voilà, après, on a été primé par un prix Harmonie Mutuelle sur notre projet. Donc, on est aussi accompagné par un organisme. Je pense qu'il y a encore énormément à faire et on est tout au début de notre démarche. Est-ce que même si effectivement ce sont des données qui s'observent sur le temps long, aujourd'hui vous pouvez nous donner un portrait type de l'entreprise au sein de laquelle vous intervenez et des solutions type en quelques mots que vous pouvez proposer? Oui, bien sûr. Alors, portrait type, évidemment, l'entreprise, si elle se porte bien, elle se porte bien, elle ne nous appelle pas. Donc déjà, ce n'est pas les entreprises qui se portent bien, quand bien même est-ce que ça existe. Je pense que oui. Enfin bref. Non, effectivement, c'est quand on intervient quand il y a une problématique. On voit, par exemple, des accidents du travail, des absentéismes, par exemple, un besoin en formation, un besoin en cohésion, la montée d'un projet, simplement remercier ses salariés, créer des journées des séminaires décontraction, des journées bien-être. Donc il y a une multitude de possibilités, mais souvent oui, c'est l'entreprise qui va pas forcément bien qui nous appelle, en tout cas une entreprise qui a décelé une problématique en interne et qui nous demande par nos compétences de pouvoir faire émerger la problématique et d'apporter une solution pour l'éradiquer. J'imagine que vous n'allez pas me dire non, mais globalement, il y a quand même des résultats concrets. Vous pouvez comprendre que peut-être que pour certains, ça peut ressembler au même titre que le font certaines entreprises au niveau écologique, on appelle ça du greenwashing. Peut-être que ça peut ressembler à ça pour certaines personnes. Oui, mais on le décèle très vite parce qu'un dirigeant qui fait ça de manière greenwashing, on le voit dans son attitude et dans l'ambiance qu'il y a dans son entreprise. Donc très clairement, les entreprises dans lesquelles pour l'instant on est intervenu n'avaient pas cette envie de greenwashing. Elles avaient vraiment une implication du dirigeant qui nous avait contacté directement et pas qui a fait appeler son CSE ou sa RH. C'est vraiment le dirigeant en direct qui nous a dit « Moi j'ai une problématique, j'ai envie de fédérer mes équipes, j'ai envie de les fidéliser, j'ai du personnel que j'aime, je veux le garder, aidez-moi à mettre en œuvre ça. » Ou alors pour la santé et sécurité également, j'ai de l'absentéisme ou des accidents du travail, j'ai besoin de trouver la problématique et d'apporter de la formation ou de l'implication des équipes pour qu'il y ait plus de problèmes. Donc oui. Aline Lesage, est-ce que de votre côté, on peut tirer un portrait type d'une personne qui va avoir besoin d'aide pour gérer son stress au travail, que ce soit tant dans son secteur d'activité que dans l'âge par exemple? Souvent, c'est des personnes qui sont hyper impliquées dans leur travail, qui donnent tout et qui ont vraiment la tête dans le guidon et qui veulent tout bien faire, très perfectionnistes et qui se laissent complètement déborder jusqu'à ce que malheureusement ça craque et que ce soit trop tard et qu'ils en soient déjà au burn-out. Donc c'est pour ça que en fait SOS Distress est là, sa vocation en fait c'est de prévenir et d'essayer d'agir avant que ce soit trop tard, parce que se relever d'un burn-out c'est vraiment très difficile et ça se fait pas en quelques mois, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Et ensuite, l'âge, souvent, on va dire que c'est en moyenne entre 35 et 45 ans. Rapidement, cette notion de burn-out, on l'entend beaucoup aujourd'hui dans la société. Comment vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Alors c'est vrai qu'on l'entend beaucoup et que c'est un peu fourre-tout. Donc en quelques mots, en fait, c'est vraiment le corps qui est arrivé au bout de ce qu'il pouvait. Et un matin, la personne ne sait plus se lever et ne peut plus rien faire. Et après, ça part souvent du travail pour le burn-out, mais ça touche ensuite toutes les sphères de vie de la personne.
Alors la tradition à On dit tout, elle est un petit peu barbare pour nos invités, puisqu'on va vous demander de choisir un mot. Et là, je vais vous demander, mesdames, de choisir un mot pour tout simplement qualifier le bien-être au travail. Comment on pourrait qualifier le bien-être au travail en un mot? Je ne sais pas laquelle de vous deux est la plus inspirée tout de suite. Je dirais priorité. Priorité, très bien. Et équipe. Priorité, équipe. Merci beaucoup Agnès Murillon et Aline Lesage d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à ceux et celles qui étaient en régie, merci aux chroniqueurs et merci à vous de nous suivre. On fait confiance pour partager cette émission et on se dit à bientôt.